Bonjour et bienvenue. Bonjour. On se retrouve ici pour le nouveau format de notre podcast, puisqu'on va aussi faire nos petites émissions euh, sous un format vidéo que vous allez pouvoir retrouver ici sur YouTube. On va continuer de parler de santé mentale, des troubles, des choses qui se font, des choses pointues. Et, euh, et aujourd'hui, on va aborder un sujet Sujet piquant. qui est l'utilisation de la pornographie en ligne par les adolescents. Oui, c'est un sujet, piquant, hein, qui inquiète les parents, qui inquiète, beaucoup de monde et ça pose, beaucoup de défis, cliniques. Et c'est aussi un sujet que, on pense, être trop peu abordé pendant nos consultations avec les ados alors que la pornographie en ligne va en fait avoir un impact très important sur le développement affectif et sexuel des jeunes. Et oui, si on commence à pas à en parler, évidemment quelqu'un va s'en charger et souvent c'est Google, ChatGPT, surtout Google et les sites où on peut retrouver beaucoup d'informations, beaucoup de vidéos et c'est là que les ados et nos enfants vont se former à la sexualité. Ce qui n'est pas forcément recommandé. Allez, on va plonger, directement dans ce sujet. Oui, Linda. Alors, dans ta pratique, voilà, commençons par ta pratique. Comment est-ce que tu vas aborder, ce sujet? Est-ce que tu l'abordes déjà systématiquement? De plus en plus, en fait, parce que, tu sais, pendant les premiers entretiens, on fait l'anamnèse, on fait l'analyse fonctionnelle. J'explore toujours, s'il y a des comportements à risque, donc tout ce Mmh. qui est consommation de substances et aussi l'utilisation des réseaux sociaux. C'est aussi, une question que je pose toujours et depuis quelques années, j'ai intégré aussi cette question sur l'utilisation de la pornographie. Mais tu vas comment exactement? Par exemple, est-ce que, heu, tu commences en leur demandant, «Alors raconte-moi, tu regardes quoi sur YouPorn?» Non, je vais un peu plus subtilement quand même, hein. Je vais peut-être dire quelque chose comme, aujourd'hui, on sait que les jeunes, s'intéressent beaucoup, à la sexualité évidemment qu'il y a des contenus pornographiques en ligne et après je lui demande: «Est-ce que tu as déjà entendu parler ou est-ce que tu as déjà fréquenté des sites de pornographie en ligne?» Ah, c'est malin, c'est neutre, c'est ouvert et ça évite de mettre les ados, dans une position défensive. Oui, c'est ça et en fait, souvent, ils en parlent, parfois avec un peu de gêne, parfois avec un peu d'humour, mais une fois que le sujet est lancé, en fait, après, ben là, c'est la porte, ouverte pour moi aussi d'explorer comment eux, ils perçoivent la pornographie, heu, de savoir pourquoi ils la regardent et aussi, quel impact est-ce qu'elle va avoir sur eux. Oui, c'est vrai que l'idée, n'est pas de jouer les moralisateurs, mais plutôt de comprendre. Comprendre si la consommation, est faite par curiosité, par pression sociale, la pression des amis, avec, d'autres personnes ou pour compenser une solitude, et en fonction de l'utilisation aussi de la pornographie, ça change tout, également dans notre approche. Et toi, tu en parles aussi dans tes consultations? Moi, j'en parle, et j'aime bien aussi poser la question, aux parents, pour savoir s'ils se rendent compte, hein, de, ce que font, leurs enfants. Souvent, j'ai des enfants, des ados qui passent beaucoup de temps sur, internet et qui jouent, aux jeux vidéo et les parents pensent que l'enfant va passer toute sa nuit ou sa journée à jouer juste, Fortnite. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte, en fait, de avec quelle facilité les enfants peuvent accéder à des contenus, en ligne. Ils pensent de contrôler, mais en fait, ils ne contrôlent pas grand-chose. Alors, quand on parle de l'utilisation, problématique, d'internet ou des réseaux sociaux, on parle souvent des 3 A, des 3 A de Cooper et ces 3 A, c'est en fait l'accessibilité, l'abordabilité et l'anonymat de l'internet. C'est qu'on retrouve, c'est très accessible, c'est abordable et on peut rester anonyme. Est-ce que, tu te rends compte que ces 3 facteurs, en fait, ont complètement bouleversé, l'accès à la pornographie? Oui, carrément. Avant, pour regarder un film porno, il fallait, du courage. Il y avait des risques à prendre. C'était pas si facile que ça. Il fallait aller au kiosque, affronter le regard du vendeur et surtout prier de ne pas croiser quelqu'un que tu connais. Aujourd'hui, c'est 2 clics, hein, et hop,
bienvenue dans l'univers, pas toujours adapté d'ailleurs à des cerveaux en pleine construction. Ah, et cette facilité d'accès est vraiment problématique, surtout pour les adolescents qui n'ont jamais eu d'expérience sexuelle auparavant, qui n'ont jamais vécu quelque chose, de sexuel avant. Ah oui, ce qui est inquiétant, c'est qu'ils vont construire, c'est leur vision de la sexualité sur ces films. Donc en fait, leurs croyances et leurs attentes sexuelles vont être complètement 100 influencées par ces contenus irréalistes. Ah oui, ça va loin. Heu, il y a des études qui montrent, que 52 des ados, de 14 à 17 ans, ont déjà été exposés à la pornographie, en ligne. Je pense même que ça doit être un peu plus élevé parce que ce sont des estimations. Évidemment que les ados ne vont pas, avouer si facilement d'aller sur des sites en ligne. Il me semble qu'il y avait même une estimation, pour les enfants, en CM2, CM1, CM2, où 8 sur 10 avaient, été exposés de manière, volontaire ou involontaire à des images pornographiques. Et encore plus inquiétant peut-être, c'est qu'il y a un quart des adolescents qui consomment, heu, de la pornographie en ligne au moins une fois par semaine. Sinon une fois par semaine. Quand moi j'étais ado, au pré-ado, je regardais juste les scènes de bisous de la petite maison dans la prairie. C'était déjà très intense, émotionnellement. Oui, mais blague à part, cette Oui, parce que consommation je ne sais même pas si les gens savent, ce que c'est la petite maison dans la prairie. ouais, et blague à part, cette consommation, précoce qu'on rencontre aujourd'hui, elle peut vraiment influencer leurs attentes et pas toujours dans le bon sens. Et Linda, tu te rappelles, comment avant, l'apprentissage de la sexualité, se faisait progressivement? Et oui, bien sûr. Avant, on commençait avec le petit bisou, après il y avait les caresses, après il y avait le fameux, French kiss et donc tout était une exploration qui était vécue en direct, hein. Alors qu'aujourd'hui, on passe de 0 à 100 avec des contenus explicites qui sont accessibles très, très tôt. Et c'est là que le bas blesse, parce que ces contenus ne reflètent pas la réalité, des relations humaines. Il n'y a pas de consentement explicite, pas de discussion sur les émotions et encore moins et si on parlait de contraception, que souvent elle est complètement absente dans ces films. Oui et ça peut vraiment nuire à leur capacité, en fait, hein, à apprendre, à établir des relations, intimes et authentiques. On voit donc des adolescents qui ont des attentes, complètement irréalistes et qui se sentent en plus inadéquates par rapport aux normes irréelles qui ont été, transmis, par la pornographie en ligne. Oui, et ça devient un vrai défi, pour nous en tant que cliniciens. On doit aider à déconstruire ces croyances, à construire une vision plus saine de la sexualité. Parce que ces ados ont des croyances et des images qui sont hors normes. Et Pierre-Louis, quel, conseil est-ce que on pourrait donner aux professionnels, de la santé mentale qui veulent aborder ce sujet, en clinique avec, leurs, jeunes patients? D'abord, il faut créer un climat de confiance et ensuite on pose des questions, ouvertes comme, celle que tu posais tout à l'heure. On peut demander: «Qu'est-ce que tu penses des contenus, sur la sexualité qu'on peut trouver en ligne?» par exemple. Et surtout, on évite de juger. Oui, je pense que c'est très important cette idée-là de ne pas juger, de ne pas être moralisateur et donc plutôt adopter une approche psychoéducative. Donc par exemple, expliquer que la pornographie véhicule souvent des stéréotypes, expliquer ce que c'est un stéréotype, et que, viennent avec des attentes irréalistes et pourquoi ces attentes irréalistes peuvent poser des problèmes. Oui, et n'oublions pas les parents, les éduquer eux aussi, c'est essentiel. On peut leur donner des outils pour parler de sexualité avec leurs enfants. Parce que au fond, si les parents ne parlent pas de ces sujets, leurs enfants iront chercher des réponses ailleurs. Et pas forcément les bonnes, hein. Exactement. Alors, Pierre-Louis, il y a une autre observation, clé, c'est que l'adolescence, c'est la période où le développement sexuel bat son plein. Mais pourquoi ce développement, de l'adolescent, est aussi lié à la prise de risque? C'est une excellente question, Linda. En fait, il y a une explication, évolutionnaire. La fin de l'adolescence correspond à une période de fécondité maximale. Du point de vue de l'évolution, c'est une fenêtre critique pour la reproduction. Alors, résultat, les comportements risqués, notamment dans les contextes socio-sexuels, sont, comme programmés pour maximiser
les chances de reproduction. Donc, tout ça, c'est pas qu'une question de biologie. Il y a aussi les neurosciences qui nous montrent qu'il y a une augmentation des hormones gonadiques pendant la puberté qui va modifier les réponses neuronales à la récompense. On devient plus sensible à la récompense. Et c'est comme si le cerveau était là et criait tout le temps: Vas-y, vas-y, c'est excitant. Oui, oui, c'est exactement. Et cette sensibilité à la récompense a été amplifiée dans des contextes sociaux, comme l'explique Schulman et ses collègues. Par exemple, être proche de quelqu'un qu'on trouve attirant peut suffire à biaiser la prise de décision. C'est fascinant, non? Comment, surtout quand on sait que l'amygdale, qui est la partie du cerveau qui est liée aux émotions, l'amygdale subit un développement en nu, donc elle est hyperactive à l'adolescence avant de se calmer à l'âge adulte. Oui, et pour compliquer les choses, et on a un collègue, Fabio Canas, qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Il y a des recherches qui montrent que regarder le visage d'un partenaire amoureux peut désactiver l'amygdale chez les adultes. Mais qu'en est-il des adolescents? C'est encore un mystère. Alors parlons maintenant d'un autre point essentiel. Est-ce que le sexe est toujours risqué pour les adolescents? Pas forcément. Selon Arden, le développement d'une identité romantique et sexuelle est au cœur de l'adolescence. Le sexe, ça peut être une expérience, saine, voire enrichissante, tant qu'il se déroule dans un contexte sûr et consensuel. C'est tout à fait normal qu'à l'adolescence, le la personne accède à ces expériences. Absolument. Et à 19 ans, la majorité des adolescents ont déjà eu des rapports sexuels. Et je pense qu'avec une bonne éducation sexuelle et un accès à la contraception, les risques peuvent quand même être considérablement réduits. Oui, ce qui est intéressant, c'est que même les décisions, comme avoir des rapports non protégés pour renforcer une intimité émotionnelle avec un partenaire peuvent être réfléchies. Ce ne sont pas toujours, des impulsions irréfléchies. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut minimiser les dangers comme les MST ou les grossesses non désirées. C'est là que notre rôle aussi en tant que psy est crucial. En fait, d'aider les adolescents à comprendre les enjeux tout en respectant leur choix. Oui, heu, tu as raison Linda, mais qu'en est-il des relations entre pairs? Parce que parce que la puberté ne se passe pas, dans un vide social, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Les relations amoureuses et sexuelles émergent en fait dans un contexte social qui est très complexe, où les pairs vont jouer un rôle central. Oui, ils influencent en fait le rapport à la sexualité. Par exemple, l'intérêt croissant pour les relations romantiques introduit aussi les dynamiques de compétition. Compétition, ça veut dire qui est le plus séduisant, qui a le plus de succès. Oui, et cette compétition est amplifiée par les hormones. Des études montrent que les comportements liés au statut, comme l'agressivité, sont corrélés aux hormones gonadiques. C'est vrai. Mais ce qui est encourageant, c'est que ces premières expériences, si elles sont bien encadrées, bien vécues, aussi, guidées par les parents ou des figures, adultes, ces premières expériences peuvent vraiment offrir des opportunités d'apprentissage précieux pour toute la vie. Oui, comme apprendre à gérer le rejet, à établir des limites, à reconstruire des relations basées sur le respect mutuel. Alors maintenant, venons-en à un sujet qui nous préoccupe, à tous, l'impact de la pornographie en ligne sur les adolescents. Oui, où commencer? La pornographie, surtout lorsque, elle est consommée précocement, peut avoir des effets néfastes. Elle influence la socialisation sexuelle et les croyances sur les relations. Par exemple, certains jeunes en viennent à croire que les dynamiques dominantes soumises sont la norme. Oui, c'est vrai. Et le cerveau adolescent, avec sa plasticité, très importante à cet âge-là, est particulièrement vulnérable. En fait, l'exposition répétée à des contenus pornographiques peut entraîner des réponses dopaminergiques exagérées, ce qui va, heu, on risque de favoriser une forme de Oui, dépendance. une dépendance, mais sans parler des impacts sociaux. Des études ont montré que les adolescents qui consomment fréquemment de la pornographie ont souvent des relations familiales tendues, des attitudes plus permissives et parfois même des comportements sexuels à risque.
Et pourtant, la solution n'est pas de diaboliser la pornographie. mais d'éduquer. Oui, et donc des programmes d'éducation sexuelle devraient inclure des discussions sur la pornographie. On devrait en parler aussi dans les établissements scolaires, en fait, pour aider les jeunes aussi à développer un esprit critique. Et, et pour finir, ce podcast, peut-être encore un petit mot sur les neurosciences. Les recherches récentes montrent que le cerveau adolescent est incroyablement réactif aux récompenses, mais manque encore de contrôle. C'est vrai, parce que le cortex préfrontal, qui gère les décisions rationnelles, est encore en développement, alors que le système limbique, donc le système émotionnel de notre cerveau, lui, par contre, il est hyperactif. Oui, c'est une période de grande vulnérabilité, mais aussi de potentiel. En comprenant mieux les bases neurobiologiques de la prise de risque, on peut développer des interventions plus efficaces. Et surtout, ne pas oublier que chaque ado est unique. Et le Le contexte, contexte, oui. les relations, les expériences, tout ça, ça va jouer un rôle pour son développement affectif et sexuel. Oui, voilà, Linda, merci. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cet épisode riche en informations. Et j'espère qu'on a réussi à rendre ce sujet complexe un peu plus accessible. Et que vous vous sentez peut-être plus, prêt à aborder ça avec vos jeunes patients. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions et des retours, hein, voilà, vous pouvez nous écrire et Et rappelez-vous que parler de ces sujets, c'est déjà faire un pas vers, vers des solutions. N'est-ce pas, Linda? oui, très bien. À la prochaine. À la prochaine et continuez à nous suivre.